Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNUDI Force Ouvrière du Maine-et-Loire, des syndicats FO, des instituteurs et des professeurs des écoles, dont 17 adhérents participent à ce congrès au fond de la salle là-bas, et qui m'a mandaté pour voter le rapport moral et d'activité présenté par la commission administrative de l'UD. Avant d'aborder les questions propres au SNUDI Force Ouvrière, je voudrais, comme secrétaire de la FNEC FP 49, évoquer ici les progrès enregistrés par tous les syndicats de la FNEC FP lors des élections professionnelles du mois d'octobre 2011 dans la fonction publique. Permettez-moi de citer le SNFO-LC pour les lycées et collèges, le SPASEN pour les personnels administratifs, le SNPRES pour l'enseignement supérieur, le SNETA-FO pour les lycées professionnels, le SNAC pour l'action culturelle et bien entendu le SNUDI pour les enseignants des écoles. Je citerai aussi le syndicat de l'AFPA et le syndicat de l'École nationale d'équitation de Saumur qui, sans être impliqués dans ces élections, ont contribué sur leur propre terrain revendicatif à la progression de tous les syndicats de la FNEC FP. Ces élections, faut-il le rappeler, étaient destinées avant tout à marginaliser, voire à éliminer les syndicats qui refusent, comme force ouvrière, de s'inscrire dans les accords de Bercy sur la représentativité et le dialogue social. Comme vous le savez, et contrairement à ce qui était attendu, ce sont les syndicats partisans des accords de Bercy qui ont fait les frais de l'opération. Non seulement Force ouvrière n'a pas été fragilisée, mais nous nous sommes renforcés dans cette bataille, nationalement bien entendu, mais aussi en Maine-et-Loire. Ainsi, tout secteur de l'éducation nationale confondu, la FNEC FP FO a gagné plus de 3% en Maine-et-Loire, dépassant les 13% et obtenant un élu au comité technique spécial départemental. On doit notamment se féliciter des résultats de nos camarades du SNETA-FO qui ont rejoint Force ouvrière l'an dernier, qui ont largement contribué à la progression de Force ouvrière dans ces élections et dont le nombre de syndiqués augmente très fortement, mois après mois. Olivier Rosier, le secrétaire du SNETA-FO dans l'Académie de Nantes et en même temps responsable du SNETA-FO dans le Maine-et-Loire, bien que retenu par une réunion du CTSD 49 ce matin, puis par une réunion dans son lycée cet après-midi, a tenu malgré tout à être présent parmi nous au début de nos travaux ce matin. Pour revenir aux élections dans les écoles, avec plus de 3100 électeurs inscrits, dans un contexte de très forte baisse de la participation, 16 points de moins qu'en 2008, le SNUDI FO a maintenu ses voix à la CAPD, la commission paritaire, gagnant près de 4%, passant la barre des 14% avec un élu, quand dans le même temps, le SNUIPP FSU perdait 550 voix dans le département. Voilà, mes chers camarades, ce que je voulais vous dire à propos des élections d'octobre dernier. Nous y avons été contraints, nous avons organisé la mobilisation de nos syndicats et nous avons gagné. Je voudrais maintenant vous parler du syndicalisme indépendant Force ouvrière dans les écoles de notre département. Au cours des 3 années qui viennent de s'écouler, l'activité de notre syndicat a été intense. Au cours de cette période, le SNUDI s'est développé. 85 en 2009, nous avons dépassé les 100 adhérents fin 2011 et nous arrivons à ce chiffre en ce mois de juin 2012 avec des adhésions nouvelles, ce qui nous met en position pour une nouvelle progression d'ici la fin 2012. Parmi les nombreux dossiers qui ont mobilisé le SNUDI FO, je vais vous parler de 3 d'entre eux qui ont été au cœur de notre activité syndicale ces dernières semaines et qui vont l'être à n'en pas douter au cours des mois qui viennent. Il s'agit d'abord de la carte scolaire, autrement dit des suppressions de postes et des fermetures de classes, ensuite des évaluations d'école et enfin de la question dite des rythmes scolaires. Comme vous le savez, comme la Confédération FO le dénonce inlassablement depuis des mois, le dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite aboutit à une catastrophe pour les services publics. Et pour ce qui concerne l'éducation nationale, la Cour des comptes a même découvert que ce n'est pas un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite qui n'aurait pas été remplacé, mais près de 2 sur 3. C'est peut-être une découverte pour la Cour des comptes, mais pas pour nous. En mars 2011, nous avions présenté des chiffres simples que voici. En Maine-et-Loire, à la rentrée de septembre 2011, pour 110 départs à la retraite d'enseignants des écoles, 35 stagiaires devaient prendre leurs fonctions et on avait un solde positif de 28 mutations. Résultat, un déficit net de 47 professeurs des écoles non remplacés pour 15 postes officiellement supprimés en Maine-et-Loire. Ainsi, nous avons démontré que pour 15 postes supprimés sur le papier, c'est un nombre d'emplois 3 fois supérieur
supérieur qui a disparu sur le terrain dans les écoles du Maine-et-Loire. C'est bien entendu la mise en œuvre de nouvelles techniques comptables, mais c'est surtout le résultat d'une politique déterminée à imposer l'austérité dans les moindres recoins de l'éducation nationale. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Pour le SNUDI-FO, même s'il ne s'agit en aucun cas de dédouaner de sa responsabilité l'ancien ministre Châtel, il ne peut s'agir non plus, comme l'a fait le SNUDI-PP et le FSU, d'expliquer que tout ça serait la faute du seul ministre en question qui aurait fait du zèle, qui serait allé au-delà de ce qu'on lui demandait. Pour le SNUDI-FO, c'est bien l'austérité mise en œuvre pour réduire la dette qui est responsable de la situation actuelle, de l'école et des services publics. C'est la politique même des suppressions de postes, c'est la RGPP qui porte en elle les excès. Sur le papier, 15 postes donc ont été supprimés en Maine-et-Loire en septembre dernier, et 52 le seront à la prochaine rentrée. Où serait le juste milieu? Y aurait-il un nombre supportable de suppressions de postes? Désormais, les petits qui ont entre 2 et 3 ans sont quasiment exclus de toute scolarisation, hormis dans les aides. Les remplacements des enseignants malades sont de plus en plus problématiques. Les maternelles ont des moyennes qui dépassent parfois les 30 élèves par classe. Partout, on pousse à la fusion des écoles pour faire les économies d'échelle. Les RASED, les regroupements d'enseignants spécialisés qui viennent aider les élèves en difficulté, ont été sacrifiés. Bilan provisoire de la prochaine rentrée. 17 postes RASED sont supprimés, 44 classes, 5 postes de remplaçants et 11 postes autres devraient fermer. Comment accepter les conséquences de la rigueur dans les écoles? C'est ce que nous sommes allés dire à la directrice académique en construisant des délégations avec une dizaine d'écoles. Et c'est ce qui a conduit le SNUDI-FO à prendre l'initiative d'un rassemblement devant la préfecture début février, rassemblement qui a réuni plus de 200 enseignants auxquels tous les autres syndicats se sont finalement ralliés. On nous dit aujourd'hui qu'il y aurait finalement 1000 postes supprimés en moins en septembre prochain. C'est-à-dire qu'il y aurait 13 000 postes supprimés dans toute l'éducation nationale au lieu des 14 000 prévus par le gouvernement précédent. Est-ce que 13 000 suppressions serait un nombre supportable? Le SNUDI-FO le dit très simplement aujourd'hui. Ce qu'attendent les enseignants, tous les enseignants, c'est l'annulation de toutes les suppressions de postes prévues en septembre 2012. Le SNUDI-FO s'emploie d'ores et déjà, il le fera jusqu'à la fin juin, et encore en septembre, à organiser de nouvelles délégations chez la directrice académique, à disposer de syndicats pour la bataille, car contre les fermetures de classes et les suppressions de postes, pour les ouvertures de classes, l'action syndicale indépendante demeure, dans l'immédiat, la seule réponse crédible pour les enseignants. Je voudrais maintenant vous parler des évaluations d'école. Sans doute moins connue de beaucoup d'entre vous, cette question n'en est pas moins très importante. À la mi-mars, nous découvrons, au détour d'une réunion d'information syndicale, que dans 2 écoles du département, 2 inspecteurs préparent des évaluations d'école. Voici brièvement de quoi il s'agit. Les collègues enseignants ont d'abord été réunis par les inspecteurs, en présence de l'inspecteur adjoint à la directrice académique. Après leur avoir dit très formellement que tout se faisait sur la base du volontariat, chaque inspecteur s'est arrangé pour faire savoir à ses troupes que tout le monde était désigné volontaire. Après quoi, on leur a expliqué qu'il y aurait un entretien individuel de chaque enseignant avec les 2 inspecteurs. Puis on leur a distribué un questionnaire d'auto-évaluation à remplir et un autre à distribuer à tous les parents d'élèves. Un autre questionnaire était réservé aux élus municipaux, puis un dernier au personnel municipal et périscolaire. Je précise que parents d'élèves, élus, personnels communaux et élus municipaux ont également eu un entretien individuel avec les 2 inspecteurs en question. L'opération était présentée comme cherchant à valoriser l'école et ses enseignants. Mais la lecture des questionnaires et le contenu des entretiens qui ont suivi allaient révéler que l'objectif poursuivi était bien différent. Voici quelques exemples de ce qui était demandé dans ces questionnaires. Le personnel communal devait apprécier le degré d'implication des parents dans l'école. Vous avez bien entendu. Il devait dire si le directeur fait bien son travail dans tous les domaines. Les parents devaient dire si leur enfant est traité de façon impartiale, laissant donc entendre que l'école pourrait favoriser tel élève contre tel autre. Aux parents, on demandait aussi si l'école est bien dirigée. Aux professeurs des écoles, on demandait si le directeur fait son travail de manière efficace et effective. Nous avons tout rendu public et nous n'avons pas été démentis. Ces questionnaires cherchent à instiller le poison du soupçon du travail mal fait. Ils tendent à opposer les parents aux enseignants, les enseignants aux directeurs, les personnels communaux aux enseignants. Ils cherchent à semer la zizanie au sein des équipes dans les écoles. Plusieurs des questions sont à la limite de l'appel à la délation. Ils n'ont qu'une fonction, offrir le travail des enseignants en pâture au public, désigner les enseignants comme les boucs émissaires
les difficultés de l'école et des élèves, briser la confiance réciproque qui existe partout entre la grande majorité des parents et l'école. L'objectif est limpide. Il s'agit de culpabiliser, de fragiliser chaque enseignant et l'école en exposant publiquement leurs soi-disant faiblesses. Et pour ça, il est impératif de faire passer chaque enseignant à la moulinette de l'entretien individuel dont il ne peut ressortir complètement indemne. Pour supprimer des milliers de postes chaque année, le ministère a besoin de démontrer qu'il n'y aurait aucun rapport entre le nombre de postes de classe et la réussite des élèves. Il a besoin de montrer que c'est la qualité du travail des enseignants et elle seule qui serait responsable de la réussite ou de l'échec des élèves, et pas leur nombre. Voilà l'objectif final des évaluations d'école et des évaluations professionnelles. Voilà pourquoi il leur faut briser nos garanties collectives, notre statut. Le STUDIEFO a dit non, on ne marche pas. On a tout rendu public sur notre site internet, les questionnaires, les entretiens, le contenu des entretiens et ce qui en est ressorti. En 4 jours, nous avons reçu plus de 600 visites de collègues sur le site. Nous avons lancé un projet de motion dans les écoles qui a été repris par 15 écoles en une seule journée. Résultat, nous avons été reçus par l'IA adjoint et les 2 inspecteurs concernés. L'inspecteur adjoint a été obligé de nous conseiller que ces évaluations ne reposaient sur aucun texte réglementaire. Et il a accepté de dire que le préalable à toute évaluation d'école, c'était l'accord écrit individuel de chaque enseignant concerné. Et nous avons continué notre campagne avec l'encouragement de dizaines d'écoles, de centaines de collègues, et avec, il faut le souligner, une attitude de bienveillance discrète de la part de plusieurs inspecteurs. Mais dans le silence des autres syndicats au cours de la première étape de la bagarre. À la rentrée des vacances de printemps, la directrice académique nous faisait savoir que toutes les évaluations d'école étaient suspendues dans notre département. Syndicat indépendant, le STUDIEFO a fait son travail, mis en œuvre son mandat. Nous avons défendu notre statut particulier qui s'inscrit dans le statut de fonctionnaire d'État, qui protège l'école publique laïque, les élèves et les familles, n'en déplaise à notre hiérarchie, n'en déplaise aux autres syndicats impliqués dans le dialogue social. Et ceci s'est déroulé alors même que nationalement, la FNEC FP-FO était au centre de la bataille qui a abouti au rejet par tous les syndicats nationalement des projets ministériels instituant l'évaluation professionnelle des enseignants, qui a abouti à l'annonce par le nouveau gouvernement de l'abrogation prochaine des décrets Châtel. Ces projets instituaient un cadre national dans lequel les évaluations d'école auraient pu s'inscrire, mettant ainsi notre statut à terre, livrant chaque enseignant individuellement à la pression de sa hiérarchie et de notables locaux. Ce qui m'amène à mon dernier point sur les rythmes scolaires. Mes chers camarades, vous en avez entendu parler. À peine installé, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Payon, a mis au centre de sa communication la question des rythmes scolaires. 4 ou 5 jours de classe. Des journées plus courtes, 1 ou 2 semaines de vacances en moins. Il y a même eu déjà des annonces faites ce matin à la radio. De quoi s'agit-il? On nous dit que les élèves seraient fatigués à cause de journées trop longues. Si c'est ça le problème, là il y a une première solution assez simple, qui serait d'en finir avec l'aide personnalisée qui s'ajoute à la journée de classe de beaucoup d'élèves. Instituée par Darcos en 2008, l'aide personnalisée dont les enseignants n'ont jamais voulu permet aujourd'hui, par ailleurs, de justifier la suppression de milliers de postes d'enseignants spécialisés des RACED. L'abrogation des décrets Darcos serait donc une première mesure peu coûteuse qui allégerait la semaine des élèves, leur journée de classe, et qui répondrait à l'attente de la quasi-totalité des enseignants. Mais est-ce bien de cela dont il s'agit? Si on regarde d'un peu près les hypothèses qui semblent faire consensus, notamment du côté des fédérations de parents d'élèves, on s'aperçoit que le plus souvent est mise en avant une journée de classe qui s'allongerait le matin ou le midi et qui finirait plus tôt l'après-midi pour laisser la place à l'aide personnalisée, à des activités sportives, artistiques, culturelles, diverses et variées. Ces activités occuperaient les enfants jusqu'en fin d'après-midi, de sorte que beaucoup d'enfants seraient présents à l'école de 8h du matin à 18h. 4 jours par semaine, avec en prime le mercredi matin. Sérieusement, avec ces journées-là, l'enfant sera-t-il moins fatigué à la fin de la journée, à la fin de la semaine? Soyons clairs, dans cette affaire, les enjeux sont ailleurs. Le premier enjeu, c'est la tentative d'un nouveau transfert de charges de l'État vers les collectivités locales et les familles. Qui, en effet, va payer l'encadrement et les activités de l'après-midi, sinon les communes, et par ricochet, les familles. Et là, le consensus qui existe peut-être avec certaines fédérations de parents d'élèves, voire avec certains syndicats enseignants, est loin d'être acquis avec les maires et les élus, même si certains élus de grande ville voient l'opportunité
de mettre un pied dans l'école et la main sur certaines activités scolaires. Le deuxième enjeu qui découle du précédent, c'est celui de l'implication des enseignants des écoles dans ces activités de l'après-midi, à commencer par l'aide personnalisée. Soulignons au passage qu'il n'existe pas actuellement de personnel formé et qualifié en nombre suffisant pour encadrer les enfants après la classe. Il s'agirait alors de modifier le statut des enseignants pour que notre temps de service ne soit plus défini principalement en heures de classe, mais en temps de présence dans l'école. Ouvrant ainsi la porte à l'utilisation des enseignants à autre chose qu'à faire classe, au service à terme des collectivités locales. Et le même problème se posera évidemment pour les ATSEM des écoles maternelles, dont les mairies auront besoin après la classe. On le voit, la question des rythmes scolaires nous ramène au statut qu'il faudrait adapter aux nécessités de la rigueur budgétaire, y compris pour les communes. Dans un sondage publié il y a 15 jours, les parents d'enfants d'âge scolaire ont répondu majoritairement qu'ils étaient opposés à la classe le mercredi matin. Pour eux, le mercredi matin est synonyme d'activité choisie, de temps libre, de repos, de temps pour les rendez-vous médicaux, etc. C'est ce qui a conduit à Angers en 2009 61 conseils d'école sur 63 à s'opposer à la tentative de la ville d'instaurer la classe le mercredi matin. Les parents d'élèves ont dit non à la suite d'une campagne du SNUDI Force ouvrière qui a été à l'origine d'un appel contresigné par 120 directeurs et adjoints des écoles d'Angers contre la tentative de la mairie. Mes chers camarades, dans ce dossier, le SNUDI va défendre ses mandats et mobiliser ses syndiqués pour rassembler les enseignants derrière la revendication indépendante. Ce matin, il a été annoncé par le nouveau ministre que les vacances de la Toussaint seraient d'ores et déjà plus longues cette année. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'elles seraient rallongées d'autant, enfin que ces vacances seraient amputées sur les vacances suivantes de l'été 2012-2013. Ce qui n'est pas dit, c'est que ceci fait suite à un vote au Conseil supérieur de l'éducation nationale qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a été fait à l'initiative de la FCPE et de la FSU. Vote qui inaugure la possibilité, et c'est ce que va utiliser le Payon, de réduire les vacances d'été au nom des rythmes scolaires. Notre fédération, à juste titre, a refusé de prendre part à ce vote. Vous l'avez compris, derrière la question des rythmes scolaires, d'autres enjeux pourraient aboutir à remettre en cause l'existence même de l'école de la République, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. D'une certaine manière, il en va de l'école publique comme de la sécurité sociale. La sécurité sociale protège la classe ouvrière. L'école publique laïque constitue le socle sur lequel se construit la force de travail des futurs salariés. Elle est un bien précieux pour la classe ouvrière. Sa défense est l'affaire de toute la classe ouvrière, de tous les syndicats force ouvrière. Et puisque chacun y est allé de son petit mot à Daniel, je voudrais conclure mon propos avec cette remarque. Daniel est intervenu à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années pour que, en particulier, les syndicats enseignants prennent et occupent toute leur place au sein de l'interprofessionnel dans l'union départementale. Il l'a fait à juste titre. Notre présence dans ce congrès est un premier résultat et je l'en remercie. Vive le syndicalisme indépendant Force ouvrière de l'enseignement, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière, vive l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Maine-et-Loire. Merci.